Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Bonavita Courpron. Salut Loïc. Bonjour Fabien. Tu es ancien sportif de haut niveau, tu es aussi conférencier, entrepreneur. On va parler de tout ton parcours. Mais avant, on a l'habitude de poser une question aux invités. C'est comment tu expliquerais ton ou tes métiers, en l'occurrence, à un enfant de 5 ans, si tu devais faire de façon pédagogique, comment tu t'y prendrais? Alors, quand je suis né, j'avais, un corps qui était différent de celui, d'autres enfants. Les médecins pensaient que j'aurais beaucoup de difficultés à faire de nombreuses choses. Ils m'ont dit: «Tu vas faire du vélo pour permettre à ton corps d'être, plus fort». Le vélo est devenu, une passion et j'en suis même devenu à être sportif de haut niveau par la suite. Quand j'étais petit, en fait, j'adorais, voir les avions, tout ce qui volait. Mon rêve, c'était de les piloter, mais à cause de mon handicap, j'ai pas pu devenir, pilote, mais j'avais cette envie de travailler dans ce milieu de l'aéronautique et c'est comme ça que je suis devenu ingénieur, en aérospatial, dans le domaine de l'aérospatial. Un peu plus récemment, avec, ma femme Annabelle, on produit des documentaires sur, notamment le dépassement de soi et sur, les projets de sportifs qui souhaitent réaliser leurs rêves. Et j'ai aussi une autre activité de conférencier où j'explique mon parcours, mon chemin de vie pour, montrer que même si un rêve, semble impossible, il y a toujours, un chemin qui nous permet de le réaliser. Une belle façon d'inspirer les gens, pour faire le lien. On essaye, on essaye de le faire. Tu es né à Angoulême, tu as connu donc très tôt ces soucis, puisque c'est à l'enfance que tu as connu ça quand tu es né. Pour expliquer aux gens, parce qu'on va parler de termes Mmh. un peu médicaux, Ouais. ouais, voilà, pour vulgariser, qu'est-ce qui t'est arrivé à la naissance et comment ça a été diagnostiqué? Alors en fait, si on doit vulgariser, c'est comme un virus, c'est comme un staphylocoque, je pense que ça les gens peuvent comprendre, ce terme-là. Alors le terme, officiel, c'est une ostéomyélite, à foyer multiple. C'est en fait une infection que j'ai contractée à la naissance, à la maternité, en fait, et qui a détruit, mes articulations du côté droit, à savoir la mâchoire, l'épaule et la hanche. Donc en fait, le corps médical a mis très, très longtemps à découvrir, l'infection, parce que j'avais beaucoup de fièvre, enfin je pleurais beaucoup, j'avais des douleurs et ils ont mis un long moment pour, diagnostiquer cette infection et c'est ce qui a engendré Causé, ouais. c'est causé ces déformations et voilà et après, le mal était fait donc schématiquement, en fait, j'ai des asymétries corporelles au niveau de mon bras, droit qui est plus court que le gauche et la jambe droite qui est plus courte que la jambe gauche, en fait. Jusqu'à peu de temps, parce qu'on l'expliquera tout à l'heure, une Ouais. modification et la mâchoire au niveau de la mandibule qui avait été, dévorée et l'ouverture buccale, s'en est retrouvée réduite. Quand tu racontes ton histoire aujourd'hui, tu as le sentiment de raconter une injustice, une confrontation ou une fondation de quelque chose? En fait, en justice, non, parce que je l'ai toujours et je le dis, dans mes conférences que pour moi, en fait, ce handicap ou en tout cas ce parcours de vie a été pour moi une opportunité, en fait. Je suis persuadé que sans ce handicap, j'aurais pas fait du sport de haut niveau. Sans ce handicap, j'aurais pas été, ou j'aurais pas eu le caractère que j'ai aujourd'hui, cette force ou je sais pas comment on peut le dire, cette, volonté d'aller au bout de ses rêves. Donc pour moi, non, c'est vraiment, je l'ai vraiment pris, alors il y a peut-être ce côté d'insouciance, quand on est enfant et on se pose pas de questions, j'ai peut-être cette chance-là aussi que ça me soit arrivé très jeune. Si ça m'était arrivé un peu plus tard dans ma vie, je l'aurais peut-être vécu d'une autre manière. Parce qu'on me le dit souvent, que de personnes qui ont des accidents de vie en cours de parcours, c'est beaucoup plus complexe. Mais en tous les cas, non, je l'ai jamais vécu comme une injustice et je peux presque dire merci de m'avoir fait vivre ça, quoi. Tu as réussi à transformer, la contrainte, le défi en Ouais, opportunité? complètement et c'est ça qui est chouette, je trouve mais ouais, ça m'a donné cette force, cette envie de me battre, de réussir, des choses, d'être, comme je le disais, d'être sportif de haut niveau. Je on peut jamais dire, ce qui serait passé si j'avais pas eu, ces événements-là, mais je reste profondément persuadé que j'aurais probablement pas été sportif de haut niveau si je n'avais pas connu cette infection à la naissance. Tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital, on Ouais. imagine. Qu'est-ce que l'hôpital t'a appris, très jeune sur, la patience, sur, la douleur, sur le contrôle? Ah ça m'a appris beaucoup de choses, ça c'est sûr que J'imagine. j'ai fait beaucoup de voyages, quand j'étais jeune, c'est des voyages hospitaliers. J'ai fait presque tous les hôpitaux de France.
à ce Hem, point? ouais, oui, parce que la mâchoire, c'était à Limoges. Pardon, oui, ça a commencé à Limoges et j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Paris pour finir à Marseille et je suis arrivé à Marseille, c'était en gros l'opération de la dernière chance. Parce que j'avais l'ouverture du cale où il y avait, à peine une cuillère à café qui pouvait passer. Mes repas, ils étaient résumés à mixer, c'était avec une paille que je me nourrissais, donc c'était, compliqué, ça devenait vraiment très, très compliqué et là, à cette époque-là, j'avais 14 15 ans et en fait, j'ai fait la rencontre, d'un professeur donc c'est l'hôpital de la Timone à Marseille qui m'a proposé, donc cette opération de la dernière chance, mais il faisait de nombreuses recherches sur tout ce qui était mandibule et il cherchait presque un cobaye et je suis arrivé presque, à point nommé et en fait, il voulait, tenter une première mondiale, à savoir reconstituer une mandibule en prélevant un morceau de côte et un morceau de peau, derrière l'oreille, donc double greffe osseuse et greffe de peau pour pouvoir reconstituer une mandibule et me permettre d'avoir une ouverture, buccale, correcte et quasi normale, quoi. Donc ça a été, Pari réussi? pari réussi. Alors ça a pas été de tout repos, hein. C'était, très, très long comme, parce que j'ai passé 2 mois à l'hôpital. Et en plus, il y a eu un événement particulier durant cette intervention, parce que l'intervention a duré presque, je crois, 8 heures. Et donc ils m'ont ouvert sur le côté droit du visage. Et durant l'intervention, avec les instruments, ils ont touché le nerf facial et ça m'a paralysé tout le côté droit du visage. Donc je pouvais plus fermer l'œil, j'avais plus de sensation, quand je passais ma main sur le visage sur la peau, pardon. Le sourcil, enfin voilà, je mettais un scotch pour fermer mon œil, la bouche ne bougeait plus, enfin c'était assez, complexe sur le moment et le chirurgien m'a dit: «Je suis désolé, l'opération, c'est un succès, mis à part ce fait qu'on a touché le nerf facial et que vous êtes paralysé» et il me dit: «Tu seras paralysé à vie, tu ne retrouveras jamais ta mobilité que tu pouvais avoir avant» et en fait, bah, là aussi, je l'ai toujours remercié de m'avoir dit cette phrase-là parce qu'en fait, je lui dis: «Mais non, la mobilité, je la retrouverai et je peux te prouver que je la retrouverai». Alors, ça a été un long combat, Long un long processus. processus et je m'en souviendrai toujours parce que dans les services où on opère, enfin, les mandibules et les mâchoires, il y a pas de les stomatos, celles de stomato, il y a pas de glace dans les chambres pour pas qu'on puisse se voir, pour pas qu'on puisse voir D'accord. voilà, entre guillemets «les dégâts», mais tout ce qui a été fait pendant l'opération et en fait, le premier jour où j'ai fait ma rééducation, je me suis retrouvé devant un miroir à me rééduquer le sourcil, l'œil, la bouche et là, j'ai vu les dégâts, qui avaient été occasionnés par les instruments et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai une larme, qui a commencé à couler sur, ma joue droite, que j'ai pas sentie, en fait, je l'ai vue, et là, je me suis dit: «C'était la 1re, la dernière larme qui coulerait ici et que je ferais tout pour arriver à retrouver cette mobilité» et je l'ai retrouvée, je crois qu'il m'a fallu 7 ou 8 mois pour, Oui. ça a été long, hein, mais le chirurgien m'a toujours dit: «Mais je sais pas comment tu as fait, quoi». Et alors je lui dis: «Bah, je sais pas non plus, mais en tous les cas, je pense qu'intérieurement, j'ai été puiser des choses, pour me permettre de retrouver cette mobilité intégrale du visage». On parle beaucoup de résilience. Ouais, Ton cas en est un. Quelle serait ta définition, ta vision de la résilience? bah, la résilience, je pense pour moi, c'est quand on est confronté à un choc quelque part ou un accident ou un événement brutal, c'est de pouvoir, alors je sais pas si c'est survivre ou s'en sortir ou faire en sorte d'utiliser tout ce que l'on a autour de soi, de tous les éléments qu'on peut avoir autour de soi qui nous permettent d'aller de l'avant, qui nous permettent, d'avancer, même si c'est lentement, même si c'est pas à pas, mais tu vois, c'est vraiment de prendre tout ce que l'on a autour de soi, d'observer ce qu'il y a autour de soi pour se servir de ça comme moteur, comme carburant et comme énergie pour pouvoir, avancer, quoi. Je pense que c'est autre chose. On parle souvent en résilience, dépassement de soi, mais je pense que c'est 2 notions qui sont vraiment, pour moi, qui sont différentes, quoi. La résilience, c'est vraiment le moment où, sur l'état de choc, où on fait en sorte de faire l'état des lieux, de prendre tout ce qu'on peut prendre pour pouvoir avancer, alors que le dépassement de soi, c'est plus après où une fois qu'on a dépassé ce stade-là, on met en place d'autres éléments pour, chercher un autre objectif, quoi. Est-ce que tu t'es, longtemps senti, l'enfant malade dans l'école, au lycée, avec les copains ou est-ce que tu as refusé, cette étiquette-là?
Le regard des autres. Le regard des autres, bah, ça a été oui, ça a été surtout entre les enfants, c'est assez dur. Mmh. C'est, Puis à l'époque, on parlait pas tant de harcèlement et on cetera. parlait pas du tout de harcèlement, ben, moi, on m'appelait le canard boiteux, hein. C'est, comme j'avais ma jambe droite plus courte de 4 centimètres, donc je boitais. On m'appelait le canard boiteux, le vilain canard, enfin pareil, j'ai eu droit à plein de surnoms. Hem, mais, en fait, là aussi, je pense que leur regard ou ce qu'ils ont pu me dire, m'a aidé à aller au-delà. J'ai des camarades de classe qui m'ont dit: «Tu feras rien de ta vie». Il y en a un qui m'a dit un jour: «Tu finiras éboueur» et j'ai rien contre ce métier-là, mais c'était la connotation dans la façon dont il me l'a dit, pardon, c'était, «Tu feras rien de ta vie», comme moi je serais ingénieur, quoi. Et quand je l'ai recroisé, quelques années plus tard, j'ai été très heureux de lui dire: «J'étais ingénieur», quand lui je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais ça m'a aidé à faire mon parcours et à me donner cette force-là aussi de pouvoir me déplacer et prouver aux autres que tout est possible et malgré, le fait qu'on soit en situation de handicap. Tu as parlé de tes longs parcours à l'hôpital. Quels souvenirs tu as gardés du milieu hospitalier et des gens qui le composent? Bah, honnêtement, c'est des bons souvenirs. Enfin, là, récemment, j'ai de nouveau été, opéré et en fait, je le dis souvent, c'est un lieu dans lequel je me sens bien, quoi, en fait. C'est presque ma seconde maison, quoi. J'y ai passé, je pense, tellement d'années que j'ai créé un lien particulier avec ces lieux, avec ce personnel. Enfin, c'est vraiment un il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital et qui on peut le comprendre, ont peur, ont une certaine crainte et c'est normal. Moi, c'est limite, je vais aller dans un hôpital ou dans une clinique, je me sens bien, quoi. Je me sens chez moi, Tu as tes repères, hein. j'ai mes repères, enfin, Tu as ton limite roi de serviette. ouais, c'est vraiment, ça peut être surprenant de dire ça, mais j'en garde vraiment un bon souvenir, je sais pas si c'est possible, je peux dire que c'était pas de meilleurs souvenirs, quand même pas, mais dans tous les cas, ça même s'il y a eu des moments très durs, parce que des fois, on se retrouve, quand on est jeune, enfin, j'ai passé des moments, où j'étais tout seul dans ma chambre, hein, donc c'est vrai que quand on est un enfant, c'est pas évident, mais le corps médical, le corps infirmier était toujours là pour m'aider. Enfin, c'était vraiment, je me suis pas senti délaissé ou seul ou, ça a pas même enfin, ça a quand même été la solitude quelque part, mais l'encadrement était là, quoi. Tu parles de cette, solitude qui a dû peser en Mmh. tant qu'enfant. Quel enfant il a fallu être pour devenir l'adulte, dont tu es devenu? Bah, en fait, je crois que je me suis toujours battu. Enfin, j'ai toujours été, quand on me disait non, en fait, Ça voulait dire oui. ça voulait dire oui et donc j'ai une fois de plus encore, je remercie les gens de m'avoir dit non, quoi, en fait. Et mon parcours a toujours été comme ça, quoi. J'ai toujours été, contre vent et marée. C'est vraiment, ouais, ça a été mon ADN et ma force, quoi, dans ce parcours-là, quoi. Tu pourrais appeler une de tes conférences un «Non merci». Exactement, ça peut être une bonne idée, effectivement. Mais non, ouais, c'était vraiment, après je pense qu'il y a toujours ce que je dis ça je l'ai découvert récemment, il y a ce côté insouciance, en fait. Ouais. On se pose beaucoup moins de questions, on se regarde pas, hein, il y a pas même si le regard des autres, on y accorde beaucoup moins d'importance que je peux peut-être en accorder aujourd'hui, tu vois? Ça évolue, mais quand on est enfant, je pense qu'on est tellement insouciant et je pense que j'avais cette joie de vivre ou cette énergie au fond de moi pour, faire plein de choses. Enfin voilà, il y avait pas grand chose qui m'arrêtait, je crois, en fait. Et est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'avoir eu ça dès la naissance, c'était quelque chose de normal en toi? Aussi peut-être pendant les premières années où ça faisait partie de Bah, toi, c'est ça, ça fait partie de moi. Moi, je me suis construit avec mon handicap, en c'est fait. ça? J'ai jamais connu rien d'autre. Moi, ça fait, jusqu'à très peu de temps, avant mes 2 interventions sur les hanches, j'ai vécu pendant 47 ans avec mon handicap. Comme je le dis souvent, on a signé un CDI ensemble, quoi, en fait. Donc, on vit ensemble et on a une relation particulière, ensemble et c'est ce qui a fait, ouais, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Tu as parlé sur cette, grosse opération de la dernière chance tout à l'heure que tu as fait 8 mois de rééducation. Mmh. À quoi ça consistait cette rééducation et surtout, où est-ce que tu allais puiser cette ressource pour pouvoir te challenger au quotidien, même j'imagine, dans les jours Mmh mh. où Oui, ça ça devait pas va être moins simple? bien, Ouais. ouais. Bah, en fait, c'était, tout simplement, il fallait que je relève mon sourcil avec les doigts, tu vois? Faire juste ce mouvement-là pendant plusieurs fois par jour, alors après, il fallait que je le fasse naturellement, mais au début, je le faisais qu'avec mes doigts et puis après je le faisais naturellement.
J'essayais de le faire moi-même. L'œil, c'était pareil, il fallait que je me parce que l'œil était toujours ouvert. Donc il fallait que je me force à le fermer parce que pendant les premières semaines, je dormais je mettais un scotch, en fait, pour, Mmh. fermer l'œil la nuit. Et la bouche, pareil, c'était des mouvements pour, en fait, le but, c'était vraiment de presque c'est comme un massage, quoi, de réactiver les terminaisons nerveuses, de réactiver les muscles, de Et réapprendre réapprendre peut-être le mouvement? réapprendre, ouais, exactement. C'était, réapprendre, de retrouver ces sensations, de même quand je mangeais, bah, au niveau de la mastication, de la mandibule, j'essaie aussi de faire fonctionner toutes ces terminaisons-là et toute cette partie de mon visage. Donc ça a été, c'était tout simple, en fait, comme éducation, parce que je le faisais moi en fait, on m'a montré les gestes au début et après on m'a dit: «Ben voilà, c'est ce qu'il faut que tu fasses, le plus possible et puis, tu verras», parce qu'ils étaient persuadés au fond, enfin, je le voyais très bien que dans leur discours ou dans leur regard que pour eux, c'était impossible de retrouver cette mobilité-là, quoi. Et est-ce que justement cette heure-là t'a fait traverser l'esprit que les croyances ne doivent pas être des condamnations? Les Oui, pronostics des oui, oui. médecins? Bah, en fait, moi, j'ai jamais accepté et dans toutes les je crois, enfin, c'est même sûr, dans toutes les interventions que j'ai pu avoir, quand il y a eu des aléas, tous les pronostics dans lesquels on me disait: «Bah, c'est impossible que tu retrouves ci, c'est impossible que tu retrouves ça», moi, j'étais toujours persuadé que c'était impossible, en fait. Enfin, ça a été mon moteur, c'est pour ça que je dis souvent, je les remercie de m'avoir dit que c'était impossible parce que pour moi, c'était inenvisageable, en fait, de me dire que c'était impossible. Tu connais pas le mot fatalité Je dans me ton Non dictionnaire? et puis je pense que même et c'est ce côté, je le redis, c'est ce côté insouciance, en fait, Ouais. que j'avais, à cet âge-là. C'est que, je me posais aucune question, quoi. J'y allais tête baissée et pour moi, il y avait aucune ambiguïté sur le sujet et j'allais y arriver et même s'il me fallait un an, tu vois? Et j'avais pas d'objectif de temps, j'avais pas de temporalité. Je me disais pas: «Dans 3 mois, il faut que j'ai retrouvé ci, il faut que j'ai retrouvé ça». Je me mettrai le temps qu'il faut, mais je le retrouverai. Toi qui parles beaucoup d'insouciance, tu trouves que en tant qu'adulte, d'une manière générale, on perd cette insouciance-là de gamin? Ah oui, oui, là, je l'ai vécu, très récemment avec mes 2 interventions où on le perd on se pose beaucoup trop de questions, en fait. Je pense, alors c'est la façon, dont on grandit, dont on évolue dans son parcours de vie, où on se pose beaucoup plus de questions, on mentalise beaucoup plus les choses. Il y a le regard des autres, le regard de soi et donc on se dit, «Waouh, ça va être beaucoup plus complexe que ça ne pouvait l'être quand j'avais 10-15 ans, quoi» et oui, c'est plus compliqué, je trouve, dans des âges, plus tardifs. Quand tu as vu ton visage changer, est-ce que tu as eu l'impression de perdre une partie de toi? Même si, tu n'acceptais pas, que ce soit quelque chose de pérenne, mais sur le moment? Honnêtement, non, je pense pas que je me sois posé cette question-là. Je me souviens très bien du moment, hein, et je crois que ça restera gravé pour un moment. La phrase que je me suis dite sur le moment, c'est: «Ah la vache! Ah oui, il y a quand même du boulot. Il y a quand même eu des dégâts. Je m'attendais pas à ça». Mais non, je me suis pas, c'était pas une fatalité, tu vois? C'était pas irréversible. Enfin, ouais, c'était pas irréversible. Enfin voilà, c'était vraiment, je me disais que j'irai puiser ce qu'il faut aller puiser en moi, l'énergie qu'il faut pour, pour retrouver cette mobilité et voilà. Et en parallèle, une fois que tu as eu ces, nombreux défis, dans cette enfance et cette adolescence, tu as voulu, poursuivre tes études, être un garçon normal, Mmh. des études d'ingénieur à La Rochelle, je Ouais, crois. exactement, ouais. Oui, alors là aussi, sur le parcours scolaire, ça a été, on m'avait prédit un avenir, peu glorieux. Et puis avec toutes les absences aussi quelque part Ouais, à il y a eu l'école. les absences, ça a été compliqué, notamment à Marseille, parce que quand je me suis fait opérer, j'étais en troisième, je venais d'avoir mon brevet et donc j'ai intégré la seconde. Et la seconde, quand elle est arrivée, je l'ai zappée, quoi. Enfin, j'étais pas dedans, j'étais fatigué de mes 2 mois d'hospitalisation, en plus, j'avais fait la rentrée, en décalé, je crois rentré en octobre ou en novembre et au final, j'ai redoublé ma seconde parce que voilà, c'était trop compliqué pour moi. Mais bah, j'ai eu mon bac, voilà. Puis après, alors le bac, il s'est passé un événement, qui fait que, je voulais avoir la mention, parce que je crois que je m'étais fixé un objectif aussi personnel. Au final, je l'ai pas eu, Mince. voilà. Il faut bien qu'il y ait des échecs dans la vie
qu'on apprenne de nos échecs et en fait, c'était sur l'épreuve de maths, qui était quoi? Je crois 7 ou 8, où j'avais 15 à l'année et j'ai eu 4 le jour de l'épreuve, quoi. Donc le blackout complet le jour de l'épreuve. En rentrant chez moi, je relis les examens, enfin l'épreuve, j'arrive à tout faire chez moi, quoi. Voilà, ça a été un vrai blackout, pardon, sur le moment et donc je suis passé à l'oral, j'ai quand même eu mon bac. Mais ce jour-là, je me suis dit: «Je ne ferai jamais, je poursuivrai mes études supérieures, mais je veux du contrôle continu. Je veux plus d'examens finaux où on se râpe, à la fin et on rate, une année pour, quelques quelques points». Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait un DUT, génie mécanique, en fait, où j'ai fait mon stage de fin d'études chez Dassault Aviation à Bordeaux, pour retrouver le milieu de l'aéronautique et en fait, j'ai eu l'occasion de passer un concours d'entrée, donc l'école d'ingénieurs, de La Rochelle, qui s'appelle l'EXI, dans lequel j'ai été pris, j'ai été reçu et en fait, bah, j'ai sauté l'occasion. J'ai dit: «Bon OK, on y va pour 3 ans» et puis voilà, c'est parti quoi et c'est comme ça que je suis devenu ingénieur, en fait. Ça s'est bien passé ces 3 années? Quels souvenirs tu en as gardé? Ah bah, 3 années d'études à La Rochelle, c'est pas mal, parce que le cadre de vie est quand même plutôt agréable, mais c'est des super souvenirs, Moi, ça a été compliqué, je te cache pas que ça a été compliqué la troisième année parce que je sortais d'un DUT et on n'a pas les 2 années de préparation, du cycle des 5 ans d'ingénieur, donc il faut faire un peu de rattrapage. Donc c'était un peu costaud la troisième année, mais après ça s'est bien poursuivi, bien goupillé. C'était très chouette. Diplôme même? Tu t'es Ouais. projeté sur une carrière, traditionnelle normale dans ta tête? Bah, là aussi, ça a été je sais pas si on va dire un hasard ou, comme on dit, le hasard fait bien les choses. Une Ou rencontre? ou une rencontre, ouais. Non, en fait, c'est que mon stage de fin d'études, de cycle d'ingénieur, je devais le faire à Toulouse. Dans une société d'aérospatiale, heu et quelques mois avant que je dise à mon école: «Bah, voilà, j'ai un stage pour 6 mois dans telle entreprise». L'entreprise me dit: «Ben, malheureusement, on va pas pouvoir vous prendre parce qu'on a des soucis, on voilà» et là, je fais: «Aïe!» Patatras, j'appelle mon école, je dis: «Bah, j'ai pas de stage et comment je fais?» parce qu'on était à un mois, on était en mois de décembre, donc il fallait que je commence début janvier et l'école m'envoie une liste de stages qui leur restait, que les autres élèves n'avaient pas sélectionnés. Et il se trouve que, bah, il y avait un stage à Bordeaux, donc à l'époque ça a souvent changé de nom, donc c'était EADS Space Ah oui. Transportation. Donc là, une entreprise dans le spatial sur, bah, tout ce qui est, fusées et missiles militaires. J'ai fait mon stage de 6 mois chez eux, qui s'est très bien passé, c'est un sujet, hyper intéressant et au bout de mes 6 mois, bah, je me retrouve avec une proposition d'embauche, dans cette société-là, quoi. Donc c'était, Incroyable. juste parfait, quoi. Donc là, une fois de plus, bah, merci aux événements, merci aux planètes qui s'alignent et voilà et finalement, bah, les choses se sont bien alignées pour moi. Plutôt que l'aviation, tu es allé un step plus Ouais, haut en j'étais un faisant step le plus haut, on était voir le les étoiles, en spatial. fait, ouais, exactement, mais ça Toujours restait visé plus haut, au toujours final. viser plus haut et puis ça volait, c'est des choses qui volent, donc ça m'intéressait, c'était passionnant, quoi. Est-ce que le fait de devenir ingénieur t'a aidé dans ta carrière sportive sur la partie organisation, analytique, préparation? Oui, oui, complètement. Je pense qu'il y a des similitudes en termes même de management ou d'organisation, parce que j'ai toujours aimé, dans le sport de haut niveau à m'encadrer d'un team, de m'encadrer enfin, de jamais être alors le vélo, c'est vraiment un sport individuel et en plus dans le handisport, à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment, des sports confidentiels. On était vraiment, seuls, donc il fallait, moi, j'ai toujours aimé m'entourer, bah, avec un staff, médical, un staff technique, pour vraiment, j'aimais quelque part cette émulation, tu vois? Et ce qu'on retrouve aussi dans le cursus d'ingénieur, c'est de créer des équipes, créer C'est du l'esprit de groupe. management, cet esprit de groupe exactement donc oui, oui, il y a des corrélations et des passerelles, évidentes, entre ingénieur et sport de haut niveau, ouais. Clairement, ça m'a aidé, ouais, ça c'est clair. Comment tu as, créé ton équipe autour de toi? Est-ce que Bah tu as cherché des profils, des tempéraments particuliers? en fait, je fonctionne surtout, au premier ressenti, en fait, la première impression que je peux avoir d'une personne, en fait et
alors je vais pas peut-être avoir la prétention de me tromper rarement, mais je me suis quand même trompé, parfois. Mais je fonctionne plus à ça, en fait et bon, évidemment, il faut que la personne soit compétente, on est d'accord sur le sujet, mais C'est le mieux. premier, ouais, c'est mieux, mais le premier critère, c'est ouais, si quand je rencontre la personne, si je vois que le feeling passe bien ou que je me sens bien avec la personne, c'est hyper important pour moi parce que je préfère avoir, entre 2 personnes compétentes, bon, je préfère avoir la personne avec qui je m'entends le mieux, quoi. C'est plus sympa. Le vélo a fait partie de ta Mmh. rééducation initialement et tu as découvert le handisport, Mmh. donc un axe, très peu connu à l'époque. On en Ouais, parle un peu plus aujourd'hui, ouais, heureusement, heureusement. l'handisport, le Mmh. paralympisme. Hem, est-ce que tu te souviens de la première course que tu as vue et où tu t'es dit, tu as eu ton déclic interrompt? À la première course en e-sport, ouais, je m'en souviens, c'était dans le nord de la France, dans la région parisienne et déjà ça m'avait, interpellé parce qu'on n'était pas nombreux au départ, en fait, parce qu'il y avait pas c'était vraiment, pour dire, c'est ultra confidentiel. Confidentiel. Ah ouais, c'est vraiment on était, parce qu'en plus, il y a des catégories de dans chaque, tu as des catégories en fonction du handicap. C'est comme dans la natation, on avait reçu quelqu'un Alors dans sur le la vélo, chaise alors je ne saurais roulisse, plus dire aujourd'hui comment c'est, je crois que ça a encore évolué, mais à mon époque, il y avait la première catégorie, c'était les amputés, au niveau des membres, supérieurs. La deuxième catégorie, c'était, amputé tibial et troisième catégorie, c'était amputé fémoral. D'accord. Donc moi, j'étais dans la 2e même si j'avais ma jambe intégrale, j'étais dans la deuxième catégorie et je crois qu'on était, 7 et au total, tout coureur toutes catégories confondues, on était une vingtaine, tu vois? Donc et auparavant, j'avais fait quelques courses en valide. On était déjà presque une centaine, donc ça m'a fait bizarre. Je dis: «Purée, mais où est-ce que j'arrive? C'est quoi ce truc?» Mais voilà, c'était l'univers de l'époque, dans le handisport, dans la compétition handisport qui était assez confidentielle. Alors je pense qu'aujourd'hui ça s'est amélioré, mais c'est vrai qu'au départ, c'était je sais pas où je suis, peut-être que j'ai fini en ou pas, mais Quelle émotion, quelle saveur tu as ressenti? À non plus, courir contre toi-même, mais contre d'autres personnes et avoir cet esprit de compétition partagé avec d'autres? bah, c'était intéressant, bah, déjà de se retrouver avec des personnes qui avaient elles aussi un handicap, tu vois? Plutôt que de courir même si je courais plus souvent avec des valides, parce qu'en fait, c'est pareil aussi, comme il y avait une certaine confidentialité, pardon. Il y avait très peu de courses dans l'année, donc j'avais besoin, moi, de courir, donc je courais, autour de chez moi, dans la région bordelaise, avec des valides, quoi, mais l'émotion que j'en garde, c'est vraiment, j'ai toujours des bons souvenirs. Les courses en e-sport, c'était vraiment des moments particuliers et où il y a une atmosphère hyper sympathique, enfin, une bonne ambiance, tout le monde se soutient, tout le monde s'encourage. Enfin voilà, même il faut toujours un gagnant et un vainqueur à la fin, mais ça reste bon enfant et un bon état d'esprit, voilà, donc c'est hyper, bienveillant. Non, c'était que des bons souvenirs, quoi. Fin 2023, tu as été, repéré par, Ouais, l'équipe de France, par le sélectionneur de l'équipe de France en e-sport de cyclisme. 2003. 2003? Oui? Ah pardon, je crois que Fin tu fin 2003, pardon, c'est c'est ce que toi qui j'ai dis dit. Dis-moi 2023, pardon. non, quand Excuse-moi. même pas. Et tu serais toujours aussi jeune, bien sûr, hein, Ouais, mais je suis toujours fin 2003 ouais. donc, par le sélectionneur de l'équipe de France. Comment s'est passée cette rencontre et quelle a été la première prise de contact? Tu t'y attendais? Pas du Alors pas tout? du tout, Voilà. ça a été la surprise. En fait, c'était une course où il y avait donc, le sélection de l'équipe de France qui était présent pour voir les nouveaux, pour voir, ceux qui étaient déjà en équipe de France pour, comme il le fait, hein, La détection. pour suivre, oui et puis pour la détection et pour suivre les athlètes qui étaient déjà dans le groupe France et moi je me suis dit: «Purée, il est là, waouh», c'est presque impressionné de me dire, puis je voyais qu'à chaque tour, quand s'il était sur la ligne de départ, il me regardait à chaque fois, je dis: «Purée, mais qu'est-ce qu'il pense de moi?» ou enfin voilà, et à la fin de la course, il est venu me voir: «Ah, c'est chouette ce que tu fais, enfin, tu as un bon niveau», et puis ce qu'il me demande: «Comment tu te projettes pour la suite? Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que» et c'est ce que je lui ai dit, je dis: «Bah, moi, oui, j'ai toujours envie de faire plus, enfin, ça m'intéresse et je sais pas si j'ai le niveau», ce que je lui avais dit, «Je sais pas si j'ai le niveau pour intégrer, l'équipe de France, mais si j'en ai enfin, en tout cas, je me donnerai les moyens d'y arriver et si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas, c'est pas grave, mais en tous les cas, je ferai, en sorte d'y arriver» et ça s'est construit comme ça et après il a commencé à me faire confiance, à me suivre de plus en plus, à me prendre de mes nouvelles et jusqu'au jour, bah, ouais, où j'intègre, l'équipe de France, quoi. Comment ça s'est passé? Bah, il y a une forme de fierté quelque part de se dire, «Waouh!» parce que moi
je me suis vraiment mis, dans la compétition, c'était en 2000, tu vois, quand j'ai commencé mon cycle d'ingénieur. Et je me dis 3 ans après déjà d'être en équipe de France, c'était, enfin moi je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Donc ça a été, c'était une belle fierté, ça a été quelque part une belle revanche aussi, je crois, sur la vie, de me dire que j'ai repensé à tous ces camarades de classe qui me disaient que je ferais rien de ma vie ou, toutes ces personnes qui m'ont dit que ce serait impossible ou voilà, Et tu te retrouves, pro à porter, beh, ouais, c'est ça, la veste de l'équipe de l'équipe de France et un France, bleu, blanc, rouge. c'est pas rien, quoi, donc je voyais même quand je portais le maillot de l'équipe de France, j'étais hyper fier de le porter et c'était vraiment une immense fierté pour moi de porter les couleurs du pays. Comment s'est passée, ton épopée? Tu as commencé donc remplaçant à Athènes, il me Ouais, semble, en c'est ça. En 2004. Ça a 2004, été ta première Olympiade? c'était ma alors moi, je suis pas parti à Athènes, mais Ouais. j'étais en fait j'étais sur une liste de remplaçants au cas où un athlète qui partait, lui, à Athènes se blesse et c'était, potentiellement moi qui pouvais, le remplacer. Et puis après, on gravit les échelons, dans l'équipe de France. On se projette, sur l'olympiade suivante qui est Pékin. Donc là, on est en 2008. 2004 se passe, 2005. On fait tout le pareil, le vélo, c'est vraiment un sport ingrat. Enfin, c'est très dur comme tous les sports d'endurance. Moi, le vélo, c'est devenu, ma passion, je sais pas si on peut dire le métier parce que je n'étais pas rémunéré pour ça, mais je dormais vélo, je vivais vélo, je mangeais vélo. Enfin voilà, le vélo était ma priorité du moment. Je faisais énormément de kilomètres, d'entraînement, de courses. L'objectif, c'était d'être sélectionné pour les Jeux de Pékin. Et en 2006, il y avait les pré-mondiaux à Bordeaux, donc en plus à domicile. Donc là, Incroyable. un peu de pression quand même. Si on connaissait le parcours, enfin voilà, j'avais la chance de pouvoir le repérer. Enfin, j'avais presque 6 mois pour me donner toutes les chances de faire un résultat. Et puis en fait, je passe à travers, la compétition, mais alors, complètement à travers, je finis au fin fond du classement, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. Donc ça, c'était en juin-juillet 2006. Et puis, sur le moment, je dis: «Waouh, c'est compliqué, je comprends pas trop ce qui se passe», parce que je me dis: «Je fais tout pour, être le meilleur et je comprends pas, j'ai le meilleur matériel possible, mais ça fonctionne pas, j'ai plus d'énergie». Et c'est au mois d'août, il y a un matin, j'arrive pas du tout à me lever, complètement cloué au lit et je comprends pas ce qui m'arrive. Je dis: «Ouh qu'est-ce qui se passe?» hem 1er déclic, c'est d'appeler mon médecin, qui était dans mon staff, mon médecin du sport pour lui dire: «Bah, écoute, j'ai un problème, je peux pas me lever, j'ai pas de force, je sais pas ce qui m'arrive». Il me dit: «Bah, tu vas essayer de prendre quand même quelques forces pour aller faire une prise de sang pour qu'on puisse voir, ce qui se passe et si on peut trouver une cause à cette sensation-là». Et le verdict tombe à l'époque, je fais une mononucléose, en fait. Et donc la mononucléose, en fait, c'est un épuisement, il y a plus de réserve dans l'organisme, il est complètement à plat, les batteries sont à plat. C'est lié à du surentraînement, et c'est lié à autre chose que j'ai compris très, très récemment. C'était lié aussi à mon alimentation. Parce que dans le vélo, on est à la recherche de la performance, mais la performance passe par le poids aussi. Moi, je me disais: «Plus j'étais maigre, plus léger je serais, meilleur je serais». Et sauf qu'à un moment donné, il faut quand même du carburant dans le La machine. moteur, dans la machine et en fait, j'en avais plus, quoi. Et à l'époque, en 2006, il y avait déjà internet, mais c'était pas aussi développé que ça ne l'est aujourd'hui. Il y avait pas on n'avait pas de notions sur la nutrition, on n'était pas suivi nutritionnellement parlant. Bon, on m'a appris des choses: «Tu vas partir à l'entraînement à jeun avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Tu vas voir, ça va te faire du bien». Je suis pas sûr que ça m'ait fait du bien. On me disait: «Surtout après l'entraînement, tu ne manges pas, tu manges des pommes, des endives, du jambon». Enfin, en gros, et pour te dire après, j'ai jusqu'à la bêtise où j'en suis arrivé, à la fin, quand c'est juste quelques mois avant que ça m'arrive, là, cette endométriose, je mangeais des plats lyophilisés, convaincu que ça me ferait du bien, Mmh. que je perdrais du poids ou la graisse que j'avais en trop, mais j'étais déjà trop maigre, enfin, j'étais déjà trop affaibli, enfin voilà, Tu as piqué ça aux astronautes que tu as ouais. envoyés là-haut? Non, mais c'est voilà, Ouais. aujourd'hui, tu vois, en fait, je l'ai compris très récemment ce qui s'était passé en 2006. À l'époque, jusqu'à très peu
peu de moi, je pensais que c'était du surentraînement, mais il y avait pas que ça, en fait. Il y avait cette alimentation, cette nutrition qui m'a littéralement détruite et et je me suis rendu compte là, avec ces 2 récentes interventions sur mes hanches, je me suis aperçu que c'était pas résolu. Que j'avais ce qu'on appelle des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, notamment en termes, ce qu'on appelle l'anorexie mentale. Donc c'est en gros, je fais attention à tout ce que je mange, je suis persuadé que tel aliment est malsain pour mon corps, qu'il faut pas que je le prenne, plus je suis maigre, mieux c'est. Enfin et psychologiquement, c'est très dur en fait, de s'en sortir de cette maladie, parce que c'en est une et voilà et je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler parce qu'on a beaucoup de gens qui enfin, finalement, des fois, n'osent pas en parler et je pense que c'est Ou ne important savent de pas? ou ne le savent pas déjà et peuvent se dire: «Mais mince, moi aussi, je suis concerné» et j'osais pas ou je pensais pas être concerné ou je pensais pas pouvoir en parler mais voilà, c'est un sacré sujet ça aussi. Puis sûrement qu'en 2006, on diagnostiquait pas, les TCA. Ah, on m'a jamais dit, «C'est ton alimentation, en fait, qui t'a amené à cette mononucléose». On m'a dit: «Bah, tu as fait trop d'entraînement, tu en as fait trop, tu pas» on m'a dit: «Tu as pas assez dormi», voilà, mais moi, à l'époque, je me dis: «Je suis pas à la hauteur, en fait». Je me dis: «Je suis pas bon», et là, je me dis ça a été tout s'est écroulé, moi, pour moi, en août 2006, tout s'est écroulé parce que je me suis dit: «Tous ces sacrifices», parce que c'était vraiment des sacrifices. En termes de vie privée, vie sociale, parce qu'on se dit: «Ben, on va pas faire les repas, chez les parents, les copains, les sorties», même des fois il y a une certaine forme de coupure sociale quelque part. Parce que moi, je me souviens quand j'étais en école d'ingénieur, qu'il y avait les soirées, je leur disais: «Mais moi, j'irai pas parce que demain j'ai un entraînement et il faut que je dorme, il faut que je» et mes camarades de promo me disaient: «Mais en fait, le mec, il va c'est tout seul, quoi». Ouais, tu t'isoles. Je m'isole complètement, donc c'est ça aussi, il y a une certaine forme de danger aussi dans cette relation-là avec cette nourriture mais pour moi, ouais, ça a vraiment été je sais pas si c'était un échec à l'époque, mais en tout cas, je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai eu une dépression s'en est suivie pendant 1 an et demi à peu près. Donc voilà, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon parcours. Aujourd'hui, je le vois différemment, tu vois? Je me dis que ça a été, c'était ma destinée, que c'était comme ça et que j'ai appris des choses sur cet épisode-là et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre ou que l'on te dise à l'époque à ce sujet-là? Quand on m'a diagnostiqué la mononucléose La TCA? ou la TC bah, en fait, Que c'est tu n'étais que pas je n'étais diagnostiqué, pas mais diagnostiqué, en qu'est-ce que tu fait. aurais aimé entendre? Bah, après peut-être que, mais je pense qu'à l'époque, il y avait pas assez de le sujet était pas du tout connu ou en tous les cas, on n'en parlait pas assez, en tout cas dans le handisport ou après j'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes, qui auraient pu m'aiguiller sur ce moment-là, tu vois? Après j'ai pas eu mais après j'en avais pas du tout conscience, hein. Je dis que j'aurais pu peut-être consulter, une nutritionniste à l'époque, mais c'est mais jamais de ma idée, parce que comme je te disais, je l'ai compris il y a que très peu de temps là. Avec l'opération Lynch? Ouais. Parce qu'en fait, ces problèmes de TCA sont revenus avec mes 2 interventions, en fait. D'accord. Tous Ils étaient jamais trop loin. et ouais, en fait, après la première intervention, heu, je mangeais, mais je m'interdisais de manger du gras, enfin, je refaisais de l'anorexie mentale en disant: «Il faut pas que je mange de ça parce que ça va me boucher les artères, il faut pas que je mange de ça parce que c'est pas bon pour ce que j'ai» et je voulais pas prendre de poids parce que je savais que je pouvais pas faire de sport entre les 2 interventions donc et je me supporte pas en surpoids. Donc voilà et c'est après la deuxième intervention que j'ai compris, en allant consulter une nutritionniste, celle qui m'a fait un électrochoc, en me disant: «Mais en fait, tu détruis ton corps. Ton corps a subi 2 interventions chirurgicales extrêmement lourdes, de 4 ou 5 heures chacune, avec des transfusions sanguines. Enfin voilà, ton corps, il a besoin de cicatriser, il a besoin de retrouver du muscle, il a besoin de repartir, il a besoin d'énergie, de carburant. Toi, tu fais tout l'inverse, en fait, tu détruis ton corps» et en fait, ce moment-là, moi, je l'avais pas du tout perçu, quoi et heureusement je suis vraiment content qu'elle m'ait dit ça parce que ça m'a permis de comprendre des choses. C'est comme, la phrase où on se dit: «Je prends soin de moi», que je me disais depuis très longtemps, mais au final, je me suis rendu compte que je prenais pas du tout soin de moi, quoi. Pourquoi je disais cette phrase? Est-ce que c'était par rapport à l'image que je veux renvoyer, aux autres en me disant: «Moi, je prends soin de moi, je fais attention»? Non, Ou pas du tout. ou te rassurer Ou me toi-même? rassurer moi-même.
Mais en fait, pas du tout, quoi. Et en fait, là, il y a depuis quelques mois, avec ces 2 interventions, il y a un travail, je trouve, d'introspection, sur moi, que je trouve, hyper puissant, enfin hyper, enrichissant, qui m'apprend beaucoup de choses sur moi, sur mon développement et que je soupçonnais totalement, en fait, que j'avais pas du tout intégré auparavant. Et voilà, c'est entre cette époque-là, il y a 20 ans, tu vois? Il y a 20 ans qui se sont écoulés et je trouve ça alors c'est un chamboulement, hein, tu vois? Je suis Mmh. accompagné, par une psy, actuellement. Parce qu'il y a eu d'autres événements aussi, il y a sur ces 2 interventions-là, quand le chirurgien m'a dit qu'on allait m'opérer des hanches, il avait eu une phrase, c'était: «Vous allez revivre». Moi, cette phrase, je l'ai jamais comprise, en fait. Mmh. Parce que moi, ça faisait 47 ans que je vivais avec mon handicap. Quand il m'a dit: «Je vais revivre», mais moi, je suis handicapé depuis 47 ans. Enfin, qui je suis demain, est-ce que je suis plus handicapé? Est-ce que Mmh. voilà, c'est Une perte d'identité, peut-être? ouais, tellement une part d'identité, c'est qui je suis demain, est-ce que je suis quelqu'un d'autre? Alors je serai toujours Loïc, Benalic Pron, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est, oui, moi, qui je suis, quoi. Enfin, en termes d'anecdotes, avec Annabelle, on a été voir un concert, à Bordeaux, à l'Arkéa. Heu, donc je passais par la file, PMR, personne à mobilité réduite et j'ai dit à Annabelle: «C'est peut-être la dernière fois que j'y passe». Voilà, c'était pour te montrer, tu vois, le questionnement ou, peut-être les questions un peu, idiotes qu'on peut se poser dans ces moments-là, tu vois, de vraiment de chamboulement identitaire, C'est comme si tu sur avais ce moment. un autre corps, peut-être, en fait, dans le sens figuré, quelque part? Ouais, ouais, puis je voyais pas, en fait, à l'époque, je comprenais pas, comment ces 2 prothèses de hanche allaient modifier, mon corps, comment j'allais les intégrer, Ça allait te permettre de revivre. C'est un comment mot, ouais, comment elles allaient me permettre de revivre, en quoi elles allaient me permettre de revivre, jusqu'à aller me dire: «Mais je vais peut-être pouvoir faire des choses que je pouvais pas faire avant, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que» enfin voilà, ça allait dans tous les sens, en fait et ça a été, c'est pour ça que c'était quasiment, ouais, 5-6 mois avant l'opération, j'avais fait le choix de me faire suivre, par une psy pour pouvoir m'aider et m'accompagner parce que honnêtement, ça devenait très, très compliqué dans ma tête et même si c'est des fois, l'extase, ça peut paraître absurde, mais vraiment, ouais, pour moi, c'était vraiment très compliqué comme moment. c'est sûr que tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre à quel point ça remue, je pense. Oui, oui. Tu parlais, de la psy, d'un nutritionniste, du médecin, qui t'a opéré de la mâchoire. C'est une histoire de rencontre. Parmi les rencontres, tu en as une autre avec, Jean-René Bernaudot. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer qui était cette personne à l'époque et ce qu'elle t'a apporté? Oui, ben, Jean-René, c'est le manager, alors à l'époque, c'était le manager de l'équipe Bouygues Télécom, qui aujourd'hui est Total Énergie. Et à l'époque, on est en 2004-2005 et en fait, donc je suis déjà en équipe de France, mais je me dis, c'est pas que j'en veux plus, mais j'ai envie de Pourquoi pas? pourquoi pas? Puis il y avait déjà dans les coureurs handi, il y avait déjà un coureur qui était dans l'équipe Cofidis et donc c'est lui qui m'a un peu, ouvert les yeux ou il m'a permis de me dire: «Tiens, pourquoi pas moi?» Et cette équipe et notamment Jean-René cette équipe me plaisait beaucoup de par son ADN, de par, l'état d'esprit que Jean-René pouvait avoir, qui était, qui est quelqu'un de très attachant et qui fonctionne au coup de cœur, tu vois? Enfin, qui est vraiment quelqu'un d'humain, profondément humain et et puis là, je me dis: «Beh, en fait, je vais aller toquer à la porte, du manoir», parce qu'ils sont en Vendée et puis je verrai bien je verrai bien. Tout le monde me dit: «Mais tu es fou, il va jamais te recevoir, il sera jamais là», ça, c'était pas faux. Ça fait donc je suis arrivé là-bas et puis, bah, il était là, il me reçoit, dans son bureau avec les maillots de Thomas Voeckler, Laurent Brochard accrochés au mur. Enfin là, on se dit: «Waouh, où je Tu suis?» rentres dans un bureau musée. Ouais, je rentre dans un bureau de musée, ça devient impressionnant et puis il me dit: «Ben, voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle est ta demande?» Enfin voilà, je lui explique mon projet ma volonté d'intégrer un team professionnel parce que, bah, le vélo c'est un matériel qui coûte, extrêmement cher et qui se renou enfin, qui évolue très vite, donc voilà et puis j'avais, cette envie comme je te disais, d'être encadré dans un staff et là, c'était vraiment l'occasion d'être dans un vrai staff, qui connaît vraiment le milieu, qui puisse vraiment, m'apprendre des choses parce que j'étais toujours dans l'optique d'apprendre et de comprendre et de progresser
Et donc je commence à parler et puis je crois qu'il s'est même pas écoulé 5 ou 10 minutes, il me coupe la parole et là, intérieurement, je me suis dit: «Bon, ben, c'est râpé, il va me dire de rentrer gentiment chez moi» et puis là, il me dit: «Bah, OK, on va t'aider. On va aller dans le hangar à côté et on va t'équiper, de la tête jusqu'aux pieds, tu intègres le team, on t'intégrera aussi au stage de pré-saison, tu viendras nous voir», et là, on se dit: «Waouh, c'est juste fabuleux, quoi». Enfin, c'est incroyable de se retrouver avec un maillot. C'est là aussi encore une grande fierté de pouvoir porter le maillot d'une équipe pro, de pouvoir faire les stages de début de saison avec des professionnels comme Thomas Voeckler, comme je disais, Laurent Brochard, enfin tous ces athlètes, que l'on voit à la télé, quoi, et que l'on voit faire le Tour de France, quoi. Moi j'étais presque petit enfant, au milieu de tout ça, quoi, et ouais, c'était une super époque et jamais je remercierai assez Jean-René de m'avoir permis de vivre ça avec lui, quoi, à ses côtés, quoi. Qu'est-ce que cette aventure t'a apporté? De retrouver, un vrai collectif, une équipe aussi peut-être? Et peut-être aussi une identité Bah, à ouais, laquelle t'accrocher? en fait, c'est de se dire qu'on n'est plus seul, tu vois? C'est vraiment de se dire qu'on est accompagné, qu'on est parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se dire, de retrouver de la motivation, de retrouver, une étincelle ou l'envie d'aller, s'entraîner, d'aller faire des courses et je sais que quand le Tour de France passait pas très loin de Bordeaux, Jean-René m'appelait en disant: «Bah, passe nous voir demain, à l'hôtel, tu mangeras avec les coureurs», enfin tout ça, enfin et si tu veux, ça dure, 1 journée et demie ou une demi-journée, mais ça te regonfle à bloc, pendant, des semaines et des mois, quoi, donc Tu te sens dans une famille? ah ouais, en plus, encore plus, je trouve dans cet esprit qu'a su insuffler Jean-René, quoi. C'est vraiment une famille et voilà, j'en garde vraiment des grands souvenirs et j'ai fait, des courses, j'ai eu grâce à l'équipe et la journée, j'avais fait le chrono des Herbiers en Vendée, qui est une course, c'est un circuit, qui se déroule sur le format de contre-la-montre. OK. Et donc je l'avais fait une fois, donc j'étais le seul Andy, mais je me retrouve là une fois de plus sous les couleurs de Bouygues, sur leur terre, en Vendée, heu, avec du public sur le bord des routes, comme moi j'ai jamais vu, enfin des gens qui te crient dessus, enfin tu les poils qui se dressent, tu le frisson et ça aussi, tu te prépares dans le bus, tu veux voilà, c'est génial, quoi. C'est des super souvenirs, quoi. Cette reconnaissance du monde pro, ça t'a donné le sentiment d'être enfin pris au sérieux? Bah, ouais, je pense que quelque part, il y avait, comme je dis, cette fierté et se dire que quelque part, de peut-être avoir cette prétention ou de se dire: «Bah, ouais, moi, je suis chez Bouygues et si j'y suis, c'est parce que j'ai le niveau». Voilà, c'est d'être un peu, ouais, un peu prétentieux et ouais, de montrer que, ben, je l'ai mérité et que je l'ai pas volé, voilà, et que c'était ouais, c'est un moment important pour moi et que je suis fier de porter ces couleurs, quoi. À travers ce move que tu as fait et aussi ton parcours, quelle serait ta définition de l'audace? Sur l'intégralité du parcours de vie, sur l'audace. Bah, c'est de ne se fixer aucune limite, enfin, il ne faut pas laisser, les limites, régir sa vie. C'est d'aller au-delà, d'avancer pas à pas, d'être dans le mouvement. Hem, voilà, c'est de vibrer pour quelque chose qui nous porte et dans lequel on croit. Heu et quand bien même il y a des obstacles ou des doutes, quoi, mais je pense que le plus important, ouais, c'est le mouvement, c'est d'avancer, il y a toujours des hauts, des bas, il y a des montagnes, il y a des ascenseurs émotionnels, mais ouais, c'est se donner les moyens d'aller au-delà de tout ça. Qu'est-ce que ta quête de performance, hem, quelles ont été les concessions, les compromis? Qu'est-ce que t'a coûté cette quête de performance que les gens ne voient pas? En dehors de ce que tu as évoqué sur, l'abandon clause. Heu, bah, c'est tout le temps passé sur le vélo, je pense, il y a ça déjà. En termes sp en Dans le sport, en tous les cas, il y a le temps passé sur le vélo parce que moi, je faisais quasiment, 20 000 kilomètres par an. Et on s'entraîne par tous les temps, quoi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, voilà, on compte pas ses heures et il y a ça, il y a, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, il y a le temps passé sur le vélo, il y a bon après évidemment, il y a la prépa physique, mais il y a la prépa mentale, enfin voilà, il y a tous ces volets, tous ces aspects qu'on ne voit pas forcément,
au premier abord, qui permettent vraiment de performer. Tu as découvert un nouveau sport, le Mmh. prone pedalboard, que j'ai découvert moi aussi, hein, pendant cette interview. Est-ce que tu peux expliquer au plus grand nombre, ce qu'est, cette activité qui se déroule, sur l'eau, dans l'eau? Ouais, dans l'eau, exactement. Alors le prone paddleboard, ouais, c'est des planches de sauvetage, en fait, qui font à peu près 6 mètres de long, sur lesquelles on rame, à genoux ou allongé, à la seule force des bras, sans pagaie, sans assistance, sans rien. Et en fait, cette discipline-là, en fait, c'est une rencontre, une fois de plus, après cette mononucléose où, bon, l'océan était un élément pour moi déjà que j'adorais, qui permettait de m'évader. Enfin, c'était vraiment un lieu, aller voir l'océan, ça me permettait de me ressourcer, de me recentrer, de reprendre de l'énergie également. Et j'adorais le surf, enfin voilà, et c'était à l'époque, c'était le conseiller technique régional, du cyclisme handisport sur Bordeaux, à qui j'ai dit: «Tu connaîtrais pas quelqu'un, dans le milieu de l'océan ou de l'eau qui aurait un projet, ou qui aurait une discipline qui pourrait m'intéresser?» Et c'est là qu'il me dit: «Bah, moi, je te connais quelqu'un, qui s'appelle Stéphanie Barnex, qui habite dans les Landes, qui est multi-championne, du monde, de prone paddle et qui peut peut-être, t'aider à prendre goût, à la discipline». Et en fait, j'ai rencontré Stéphanie et puis, en fait, elle m'a fait découvrir l'activité. Et alors moi, je l'appelle, c'est pour la vulgariser un peu, mais c'est un peu comme l'ultra trail, des océans, quoi. En fait, on parcourt des distances, assez longues, hein. Des fois, c'est 50 ou 60 kilomètres, quoi. Mais c'est une discipline, en fait, c'est quand j'ai eu cette moniclose et que j'ai eu cette fin de carrière parce que j'ai jamais réussi à revenir dans le cyclisme. J'ai jamais eu la force de revenir, je crois que j'avais plus le mental, j'avais plus l'envie, fallait que je tourne la page. Mais malgré ça, j'estimais que j'avais pas totalement fermé le livre. Enfin, j'avais besoin d'un dernier challenge pour fermer le livre, du haut niveau, en tout cas, ou du sport de haut niveau. Et c'est cette discipline-là qui m'a donné envie de finir ce parcours. Et voilà, et Stéphanie m'a aidé, et alors j'étais plus du tout dans la performance sportive, dans le mode course, me battre contre les autres, c'était plus contre moi-même, me lancer des défis, et c'était notamment en Méditerranée où j'ai tenté de battre des records, mais c'était pour moi-même, en fait. Le dernier que j'avais fait, c'était entre Cassis et entre La Ciotat, pardon, et Marseille, qui fait à peu près un peu plus de 40 kilomètres. Donc voilà, ça a été une discipline, ça m'a occupé pendant 2 ans, tu vois? Et là aussi, je me suis entouré d'un staff avec tout un tas de personnes compétentes, que ce soit le mental, la prépa physique, la nutrition était rentrée un peu plus dans le domaine. Et puis voilà, ça a duré, 2-3 ans, pour qu'à la fin, bah, voilà, j'avais estimé que j'avais fait je sais pas si on peut dire que j'avais fait le tour du sujet, mais j'avais envie de passer à autre chose. Puis c'est le moment où j'ai rencontré ma femme, voilà, donc il y avait d'autres projets après qui sont arrivés. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir besoin de perdre, quitter le Loïc sportif pour découvrir, le Loïc, l'homme? Bah, en fait, alors là aussi, ça a été un long cheminement parce que cette culture de haut niveau, cette culture de la compétition, c'est resté longtemps gravé en Ça moi. laisse des traces? Ça laisse des traces. Et puis il y a toujours, même des fois quand, avec ma femme, on va aller faire du vélo, moi j'ai toujours ce ce besoin de me dire: «Mais ça va pas assez vite, il faut aller plus vite, il faut mettre tant de temps, faut». Quand elle disait plus: «Bah non, mais c'est bon, on a le temps, on est là pour prendre du plaisir». Le prendre du plaisir, quoi, en fait, tu vois? Ne Ouais. serait-ce que ça, ça a été hyper compliqué pour moi parce que, on est dans j'ai quand tu fais, presque 10 ans, et 10 ans dans la compétition de haut niveau, la notion de plaisir, tu l'as totalement perdue. Et je trouve que c'est très difficile de trouver, ou en tout cas à retrouver. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps et parfois ça reste encore, compliqué. C'est le cas? Ouais, ouais, parce que je me suis remis au vélo là, quelques mois avant mes interventions des hanches, et parce qu'il fallait que je me remuscle les hanches. Et il y a eu des moments où j'ai senti les travers revenir et je dis: «Là, oh là là, oh là là, on va se calmer et on va garder le plaisir et on va se focaliser sur le plaisir, et si on n'a pas envie d'y aller demain, on n'y va pas, quoi». Et ne plus se forcer, quoi. Qu'est-ce que l'océan a appris de toi ou sur toi que le vélo ne t'a pas appris? Est-ce que tu t'es découvert? Mmh. Bah, en fait, l'océan, alors c'était plus, je pense qu'il m'a appris
plus il a commencé à m'apporter cette notion de plaisir que je n'avais pas du tout à la fin dans le vélo, parce que ça devenait vraiment c'est pas une contrainte, mais je Un pense qu'on est sacrifice, ouais, on est dans le peut-être? sacrifice, puis on est tellement dans un mode, où on est dans son tunnel, focalisé sur ses objectifs et on ne pense qu'à ça et on occulte tout le reste, quoi, en fait, tu vois? Alors que là, on était beaucoup plus enfin, parce que j'étais déjà, il y avait beaucoup moins de pression, donc cette notion de plaisir, elle est revenue presque naturellement. Et puis, c'était de se retrouver au milieu de cet océan, seul, sur ma planche, à ramer, ça m'a fait énormément de bien, de pouvoir me retrouver, dans ces moments-là, alors presque de solitude ou parce que je suis quelqu'un même de solitaire, donc c'est des moments qui me plaisaient bien, mais ça m'a permis, ouais, peut-être de me recharger ou de me ressourcer et puis comme je te le disais tout à l'heure, c'est de boucler la boucle, quoi, de fermer ce livre, du haut niveau, quoi. Et pour ouvrir une autre boucle d'entrepreneur, Oui. de créer une entreprise avec ta femme de production audiovisuelle, avec l'objectif de créer des récits sur le dépassement de soi de Mmh. sportifs de haut niveau et de Mmh. personnes Mmh. moins connues peut-être. Qu'est-ce que ça t'apporte et pourquoi cet axe-là? En fait, ça a mis un peu de temps avant d'émerger sur ce sujet-là, parce qu'on a tous commencé par, on fait les films de voyage, on fait les films, pour le mariage d'un copain, on fait le film d'entreprise, enfin voilà et en fait, je pense que, bah, en fait, j'ai retrouvé ce milieu du haut niveau en étant derrière une caméra et peut-être de pouvoir retranscrire ce que moi j'avais vécu. Alors dans un autre domaine, hein, c'était le vélo, mais là, on a fait des films sur le volley, on en a fait un sur le prone paddle avec un athlète, qui vit à Tahiti, mais voilà, c'était peut-être d'expliquer aux gens ce qu'est le haut niveau et ça m'a, énormément plu de me retrouver à la caméra et de pouvoir, alors moi me retrouver dans ces moments-là qui me manquaient quelque part, je crois, qui sont des moments des fois un peu tendus, émotionnels, forts et ouais, j'avais envie de raconter ça, quoi, et je pense que ça m'a vraiment nourri, quoi, de me retrouver, de revivre ces moments-là, presque 10 ans après, quoi, tu vois? Donc Puis te nourrir des rencontres ouais, aussi, j'imagine. complètement. Bah, bien sûr, c'était avant tout une rencontre avec une personne, c'est ça qui porte, notamment le projet. On le fait déjà à la base, enfin les deux documentaires qu'on a fait, c'est déjà une rencontre avec l'athlète, quoi. On comprend, ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui enfin, la personne te passionne pour, ce qu'elle fait, puis là, tu te dis: «Bah, elle a une histoire à raconter, quoi. Il y a quelque chose à faire et il faut qu'on en parle au plus grand nombre, quoi». C'est quoi une bonne histoire de dépassement pour toi? Ah, une bonne histoire de dépassement, c'est, d'aller au-delà. En fait, c'est pour moi le dépassement de soi, c'est d'aller au-delà, au-delà ce que le mental refuse, en fait, tu vois? C'est ce moment-là, c'est quand on est au bord de l'abandon ou qu'on est au bord d'une difficulté, on se dit: «Non, on va aller au-delà, on va aller chercher». Le mental pourrait te dire, «Bah, j'arrête, c'est bon, c'est trop», mais en fait non, il y a un déclic ou il y a une volonté de se dire, «C'est pas fini, il me reste encore un peu d'énergie pour aller jusqu'au bout» et c'est ça la vraie notion pour moi de dépassement de soi. J'avais une question à ce sujet. Est-ce que, raconter, l'histoire des autres t'a permis de comprendre différemment la tienne? Bah, alors pour être honnête, pas totalement. J'ai appris des choses, enfin ça m'a fait comprendre aussi des choses, mais je pense que ma plus grosse, alors je sais pas si on peut dire progression ou avancée sur le sujet, ça aurait été vraiment les 2 dernières interventions, chirurgicales là que j'ai eues avec mes hanches, tu vois? Même si, effectivement, ça m'a appris des choses, le dernier reportage que j'avais fait sur le rameur, il m'a appris des trucs, tu vois? Mais, non, je pense que c'est vraiment, ouais, les 2 dernières aventures sur le chirurgical qui ont été, plus, importantes pour moi. Et après cette aventure chirurgicale, cette double aventure chirurgicale, t'as réappris à rouler, mais non plus pour le sport, mais pour te faire plaisir à rouler autrement. Est-ce que tu as eu des sensations différentes au-delà de l'approche? Alors, je suis pas encore remonté sur un vélo. Ah OK, pardon. Non, non, bah, c'est pas
En fait, le seul vélo sur lequel je suis remonté, c'est le vélo, de kiné, tu vois? Le vélo OK. d'appartement. Parce que c'est on est encore un poil trop tôt dans le process, parce que j'ai pas encore les flexions de hanches, nécessaires pour pouvoir reprendre le vélo. Puis je pense qu'il y a aussi une forme un peu d'appréhension et d'anxiété de remonter sur un vélo parce que là aussi, il y a plein de repères qui vont changer. Heu, Parce qu'avant, j'avais mon fémur droit qui était plus court que le gauche. J'avais les genoux qui rentraient. Maintenant, les 2 fémurs sont de la même longueur. Les jambes s'ouvrent plus qu'avant. Donc il y a tout un tas de repères qui ont changé. Donc ça va être intéressant aussi de prochainement remonter sur un vélo. C'est pas encore fait, mais ça va bientôt arriver. Je sais pas quand parce que j'ai arrêté de me mettre des La objectifs et donc de la pression? et non de la pression parce que ça c'est, mais là encore, toi, c'est jusqu'à très récemment et c'est des sujets encore qui me font bouger, quoi. Ça me chahute, ça me bouleverse intérieurement et tu vois, j'avais un pro quand avant même de me faire opérer de mes 2 hanches, j'avais découvert un défi qui s'appelle les 7 majeurs, qui est, de franchir, 7 cols alpins à plus de 2 000 mètres sur 365 kilomètres avec 11 000 mètres de dénivelé positif et de me dire: «Je vais faire ce projet-là, parce que c'est, une sorte de chemin, de traversée, de faire une nouvelle expérience avec cette nouvelle identité», tu vois? Et puis, en fait, là, il y a des moments donnés, entre les 2 interventions, j'étais déjà en train de programmer à telle date, il faut que je fasse il faut que je fasse ci, il faut que je fasse l'entraînement, il faut que je trouve les sponsors, nanani nanana, tu vois? Et là, je dis: «Non, mais il faut que j'arrête parce qu'en fait, ça me pollue trop, ça m'empêche ou ça m'empêche d'avoir une rééducation de qualité parce que le mental est occupé par autre chose et pas du tout sur l'instant présent». Et j'ai cette notion-là d'instant présent et je suis en train de faire un travail là-dessus parce que c'est un sujet où je n'arrive pas forcément à être, dans l'instant présent et je suis plus facilement à me projeter sur, dans 6 mois où je vais faire ci, dans 1 an je serai là-bas et Un mode de projet. ah ouais, oui, c'est, monde de projet et en fait, là, je travaille vraiment sur l'instant présent, d'avancer pas à pas, faire étape par étape et de prendre le temps qu'il faudra et si c'est dans 3 ans, ça sera dans 3 ans, mais surtout pas se fixer d'objectifs inatteignables. En tous les cas, je veux plus de pressurisation comme ça, et à s'en rendre presque malade, tu vois? Sans parler d'objectifs, est-ce que tu t'es fixé, sans date bien sûr, est-ce que tu t'es fixé, une ligne conductrice ou des choses que tu aimerais, accomplir? Bah, en fait, alors, au-delà de ce projet Au-delà du sport, hein, du sport, après, c'est de réapprendre à marcher parce que là, je suis encore dans une phase où je réapprends, une nouvelle fois, ça sera que la troisième fois, hein. On dit jamais 203, ben, voilà, c'est la troisième qui vient d'arriver. Donc déjà, je réapprends à marcher parce que j'ai les jambes de la même longueur maintenant. Donc, ça aussi, ça perturbe. Parce que même quand je me vois dans un miroir, ben, je marche plus comme avant et c'est quelque part perturbant. Donc déjà j'ai ce prochain objectif, enfin, c'est cette prochaine étape d'apprendre à marcher et puis d'apprendre à me reconstruire, avec cette nouvelle identité, avec ces 2 nouvelles prothèses, de voir, où elles peuvent m'amener, comment je peux vivre avec elles et puis de voir comment je peux, créer une nouvelle relation avec, ce corps, tu vois? Cette nouvelle, ces nouvelles possibilités qui me sont offertes pour, les prochaines années. Et au-delà de ce prochain défi, tu aimes aussi transmettre Ouais. à travers la boîte de production, mais aussi à travers les conférences. J'imagine que c'est quelque chose qui t'anime, qui te parle lorsqu'on te propose ce genre d'animation? Ben ouais, j'ai découvert ça un peu par hasard, enfin ou un peu, ouais, c'était vraiment par hasard. Mais c'est des moments, enrichissants, parce que la première fois que j'ai fait une conférence, je me suis dit: «Mais qui va pouvoir s'intéresser à mon parcours?» Enfin, parce que moi, je m'étais imaginé que, il fallait des médailles, des titres de champion du monde, de champion olympique pour pouvoir avoir, un peu qu'on soit intéressant aux yeux du public, tu vois? Et je me disais: «Mais moi, j'ai rien de tout ça, quoi». Donc bon, je vais me lancer dans le grand bain et puis j'avais écrit cette première conférence et en fait, à ma grande surprise, c'était une amie qui m'avait invité dans son entreprise pour partager mon parcours et
Michel toujours m'avait dit: «Il y aura peut-être pas beaucoup de questions à la fin de ton intervention, t'inquiète pas» et dans ma tête, je me disais: «Mais pourvu qu'il y en ait pas». Et en fait, ça a été une avalanche de questions et il y a eu un accueil, que j'avais sous-estimé, en fait et où les gens, je pense, se sont alors soit eux-mêmes se sont retrouvés dans ce que je pouvais raconter dans des parties ou dans des moments de mon parcours de vie. Il y avait aussi des parents qui avaient des enfants en situation de handicap, tu vois? Et qui avaient des questions sur, le parcours scolaire, sur, comment eux, en tant que parents, ils devaient se comporter vis-à-vis de l'enfant, devant vis-à-vis de leur enfant. Donc c'était hyper intéressant quand et en fait, c'est ce qui après m'a donné envie de continuer, mais c'est vrai que c'était, un moment très fort cette première conférence. Qu'est-ce que tu as réussi à transmettre qui t'a permis d'accrocher les gens comme ça? Je pense que c'est la simplicité de mon enfin, en fait, c'est juste exprimer mon parcours, expliquer mon parcours comme je l'ai vécu et sans fioriture, en restant humble, tu vois? En restant, au début, une fois de plus en me disant: «Il faut pour rendre intéressant le sujet, pour que les gens soient captivés par ce que je leur raconte», je me disais: «Il faut que je fasse des grandes phrases, il faut que je sorte des grands concepts, il faut que je sorte des» voilà, je prépare des phrases, des grands comment on dit? Des grandes punchlines et en fait, au fil des exercices, je me suis rendu compte que plus c'était simple ou plus c'était vrai, plus les gens étaient, intéressés ou en tous les cas captivés par ce que je racontais et ça crée vraiment ce lien, quoi, en fait et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, même si j'avais pas toutes ces médailles ou ces titres, bah, des fois les messages sont très forts et ça peut aider les personnes dans l'auditoire. L'authenticité. Ouais, l'authenticité, je pense et ça, j'avais totalement sous-estimé cet axe-là, en fait. Tu as passé ta vie à dépasser tes limites. Aujourd'hui, tu as un nouveau défi qui est aussi d'apprendre à les respecter. Comment tu vas t'y prendre? Ah ouais, Je l'aime bien cette question. c'est une belle question celle-ci. Comment respecter mes limites? Après en plus moi j'ai toujours cherché à les dépasser Oui. non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment que je sois moi à l'écoute de moi, l'écoute de mon corps. Parce qu'il y a eu, toi j'ai eu un petit incident récent là sur, ma convalescence, de mes 2 interventions, des prothèses où, j'ai fait une fracture de fatigue et Au tibia, au au talon. talon et une fissure au talus, tu vois? Parce qu'avant, je marchais sur, l'avant du pied. Mon pied droit était, comme ma jambe était plus courte, je marchais sur l'avant du pied. Je posais que l'avant du pied et là, bah, je me suis retrouvé à poser le talon et le kiné me D'accord. disait bah, ouais, exactement. Le kiné me disait: «Il faut que tu poses ton talon, il faut que tu poses ton talon». Sauf que, bah, le talon, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Il a pris, le poids de mon corps, d'un coup et voilà, fracture. Mais au-delà de ça et si on doit aller un peu plus loin, je pense que cet événement-là est pas anodin. Heu Il est là pour m'apprendre le fait qu'il faut que je prenne mon temps, que faut justement que je respecte ces limites-là, que faut que je m'écoute, que je sois dans l'instant présent et là, c'est ce que là, je suis en plein apprentissage de cette notion-là, que j'avais pas du tout, auparavant et voilà, c'est se respecter, faire attention à soi, se respecter soi, s'écouter et vraiment s'écouter, pas c'est juste le dire, «Je prends soin de moi et je m'écoute» mais en fait, je fais rien de tout ça. S'écouter et faire ce qu'il faut, Et faire peut-être. ce qu'il faut exactement. Donc ouais, je pense que c'est ça le message quoi, être dans l'instant présent et s'écouter réellement. Quand on parle dans la société de handicap, qu'est-ce que pour toi on oublie de dire? Mmh. Mmh. Alors après ça a évolué, enfin les mentalités ont évolué sur le sujet du handicap. Hem, C'est vrai. C'est vrai que maintenant il y a il non y a mais je le il y a vois il y a les gens ouais. qui s'y sont mis à dire: «Bah, en fait, on est des gens normaux, pour désacraliser peut-être». Ouais et puis, on parle de plus en plus il y a le handicap visible, le handicap invisible. Il y a tout un tas, ça on est en train vraiment il y a un travail d'explication, sur le sujet, qu'il y avait pas auparavant. Donc il y avait des fois des raccourcis, qui étaient terribles, hein. Moi, on m'a souvent dit: «Tu es pas en fauteuil, tu es pas handicapé, quoi». Donc voilà et dans le milieu professionnel, hein. Donc mais je dis: «Mais c'est pas parce que je suis pas en fauteuil, c'est pas parce que sur le logo, du panneau, situation de handicap, il y a un fauteuil qu'il faut forcément être en fauteuil». Donc moi, je pense qu'il y a ce travail d'explication qui a été mené, depuis toutes ces années. Il y a sûrement aussi la médiatisation du sport aussi qui amène ou qui permet en tous les cas
ouais, de parler plus simplement du handicap, mais ça progresse, on va dire mais il faudra du temps, enfin ce sera long, quoi. Si ton parcours devait laisser une seule trace, un seul conseil, une seule expression, citation, un leitmotiv vis-à-vis des gens, ce serait quoi pour toi? De se donner toutes les chances, dans ce que l'on veut réussir ou de ce que l'on veut obtenir ou de se dire que, tout est possible, qu'on peut avoir des rêves, aussi farfelus soient-ils, aussi fous, qu'ils sont toujours, réalisables, qu'il faut se donner juste les moyens, la force, de croire en ses capacités, de croire, en soi, d'avancer même pas à pas, lentement ou d'être vraiment dans le mouvement, tu vois? Et D'oser? d'oser, ouais et puis de pas rester dans l'immobilité, quoi, de se dire: «Non, c'est pas pour moi», faut vraiment, je pense, dépasser ça et tout en respectant les limites, comme on disait. Mais, D'oser et de savoir doser. de doser, de savoir doser, c'est très beau comme phrase, mais ouais, voilà, c'est d'y aller, quoi, d'être dans le mouvement. Qu'est-ce que tu dirais, au jeune Loïc, il y a quelques années, qui est enfant et qui passe ses années à l'hôpital? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui parler aujourd'hui, avec le recul? Bah, je sais pas s'il aurait besoin de dire grand-chose, en fait, sur, aujourd'hui, enfin, quand je crois il était déjà, fort mentalement, tu vois? Et ou juste l'aider à aller encore plus loin ou tu vois, d'oser encore plus, ou de lui donner ce petit goût de confiance qu'il aurait peut-être pas totalement et de lui dire: «Vas-y, crois en toi et tu vas y arriver» et de donner, ouais, ce petit coup de pouce, quoi, tu vois? Cette main dans le dos, pour vraiment, aider et donner ce message positif, quoi. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais, aborder, comme on arrive à la fin de cet épisode? Non, pas particulièrement, je pense que la vie est trop courte pour avoir des regrets, donc faut vraiment oser, comme je le disais tout à l'heure, faut oser, vivre ses rêves, aller jusqu'au bout de ce que l'on a envie de faire et même si on n'y arrive pas, il y a rien de grave en soi. Il y a ça fait partie de l'expérience. Je crois que c'est ultra enrichissant de vivre des moments dans sa vie, voilà, on a des rêves, on a envie de faire des choses, bah, il faut foncer et que même si ce rêve n'aboutit pas, on aura appris, sur ce chemin, quoi. Merci. Merci à toi, Fabien. Merci à toi Loïc, Bonavita Coupron, que vous pouvez, retrouver, sur les réseaux à travers ton agence, de prod et également, sur, les différents sujets Mmh. que tu as abordés et en conférence aussi, pourquoi pas. Ouais, tout à Merci fait. merci Merci à à toi. toi de ce temps d'échange et d'avoir, accepté de partager ton Avec parcours plaisir. avec, autant d'ouverture et d'humilité. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode que vous pouvez retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple ou Amazon, et également en vidéo sur LinkedIn, Instagram et sur YouTube. Merci à tous, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer.